Merci, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous sommes partis pour vous faire un petit voyage entre poésie et au cœur du corps du cœur. Et nous avons décidé de, pour rendre ce moment le plus vivant possible et aborder le plus de choses possible, de ne pas vous projeter d'images, de documents. Nous vous donnerons un récapitulatif des informations concernant les liens et pour aller plus loin à la fin de cette rencontre. C'est parti. Ok, alors on va parler de poésie, Muriel, c'est ça? Mais la poésie, elle est l'objet de mille et une idées reçues. Par exemple, elle serait franchement difficile d'accès, hermétique, absconse, quintessence de la littérature, littérature de la littérature, réservée à un tout petit nombre d'initiés, jaloux de leurs prérogatives, ce que Stendhal au XIXe siècle appelait les happy few. Et d'ailleurs, bien des faits sont venus corroborer cette vision d'une poésie élitiste. D'abord, certains poètes contemporains, français pour la plupart, ont donné l'impression de n'être que des cerveaux, de purs produits de matière grise tarabiscotés, avec un culte du mot seul, une sorte de tropisme post-mallarméen, une fascination du blanc, de l'indicible, de l'ineffable, du silence, et même une sorte d'enfermement dans un laboratoire d'expérimentation langagière. On peut ajouter à cela des livres rares, à tirage limité, peu diffusés, parfois difficiles, voire impossibles à trouver, et puis aussi, il faut bien le dire, des théoriciens qui sont souvent difficiles à lire, élitistes eux aussi, à l'image par exemple de Julia Kristeva dans son fameux Révolution du texte poétique qui prônait l'avènement d'une révolution strictement formelle, purement formelle, en disant que les poètes bénéficiaient de nouveaux outils issus du structuralisme ou de la linguistique énonciative. Bon, bref, on annonçait il y a peu encore la disparition de la poésie avec un vrai slogan, la poésie est morte, vive la poésie, ou bien la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas, elle n'existe plus. Alors à toutes ces idées reçues, je vois que ça fait rire Muriel, nous objectons une conception qui est complètement différente de la poésie. Nous nous inscrivons en faux, à rebours de tout ce que je viens d'évoquer. Pour nous, la poésie, elle est véritablement une matière vive, vivante, vitale, en prise avec le monde, en prise avec l'actualité, en prise avec la vie des hommes et des femmes de notre temps. Nous la pensons nécessaire à l'homme autant que les battements de son cœur, c'est ce que disait Pierre Segers. Il ajoutait, si elle ne vous est d'aucun secours, laissez tomber. Mais en tout cas, il considérait qu'elle était aussi importante pour lui que les battements de son propre cœur. Nous la plaçons sous le signe du partage, du dialogue entre les êtres, entre les générations, entre les langues, entre les cultures, entre les civilisations, entre les continents que nous essayons de rapprocher les uns des autres en dépit de la tectonique des peuples. Nous pensons qu'elle doit aussi passer par le corps et par la voix. Alors justement, ben, pour nous, la voix est libre, hein, et j'écris voix V-O-I-X et V-O-I-E, pour une simple raison, c'est que l'oralité est première, elle est originelle, elle est native. Le poème vient de l'oralité exactement comme le pain vient de la farine. Dans l'histoire de l'humanité d'abord, où les hommes ont éprouvé un besoin de poésie avant d'inventer l'écriture, dans l'histoire des peuples, des civilisations, nous savons bien que beaucoup d'entre elles restent attachées à l'oralité, en Afrique, en Océanie, dans les territoires amérindiens. Je voudrais vous dire qu'il y a même un territoire francophone, Wallis et Futuna, où il y a des poètes et de grands poètes, mais où aucun livre de poésie n'a jamais été publié. Avis aux éditeurs. Et dans l'histoire de chaque être humain, avec ce babil du nourrisson, où répétition des sons, émulsion de salive, musicalité se conjuguent pour exprimer un bien-être et avant parfois que l'enfant, le bébé, ne vienne mêler sa voix à celle des autres. Et j'ajouterais, pardon, le poème homérique et la mythologie, Exactement. si je peux me permettre. Ben, faisons entendre des textes, hein, c'est quand même mieux que d'en parler. Alors, pour rentrer dans ce vif du sujet, eh bien d'abord deux textes. Un en prose qui se trouve être, Myriam, tu peux montrer le livre,
Voilà le début de la préface que Jean-Pierre Siméon et moi-même avons donnée il y a une dizaine d'années de cette anthologie intitulée Les Voix du poème. Sortie des poumons, venue du ventre, hein, pulsée par la vitalité des muscles abdominaux, la colonne d'air remonte l'étroit conduit de la trachée. Elle y trouve une force nouvelle. La glotte vibre en son passage. L'air traverse l'arrière-gorge, la bouche s'enroule autour de la langue qui se joue de sa présence, se heurte aux dents, envahit le pharynx et les fosses nasales, se moule sur les formes souples et charnues des organes, se laisse pétrir en eux, modeler, sculpter en une forme sonore qu'elle ne soupçonnait pas. Voici le souffle devenu voix. Son mouvement ressemble à celui de l'eau dans les gorges ou celui du vent dans les arbres. À ceci près qu'elle est pour l'homme la matière vivante du langage et de la pensée. Hauteur, intensité, timbre, volume, débit, rythme, tout est réglé pour qu'advienne la parole ou le chant. La voix est inhérente à la nature humaine. Et maintenant, peut-être l'équivalent en poésie avec un texte extrait de ce recueil que j'ai écrit il y a quelques années, intitulé L'emporte-voix. Et je nomme la voix le Stradivarius du 6e jour. Elle témoigne de ton humeur, de ton âge et de ton sexe, cache ou dévoile ta provenance. Elle est unique comme sont uniques tes empreintes digitales, ton ADN ou ton histoire. Elle succède au borborigme et laisse place au silence. Cris, chants, paroles, elle est un geste de ton corps qui va du dedans au dehors. Elle est ton visage invisible, la part envolée de toi-même, le Stradivarius du 6e jour, ta voix. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et nous allons le faire d'une façon très progressive, très simple aussi. Et nous allons dans un premier temps imaginer ce que peuvent être, ce que tout le monde connaît déjà, des lectures pour une voix. C'est la situation la plus ordinaire, n'est-ce pas? La lecture pour une seule voix, à haute voix, la plus commune, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse de la plus facile. C'est même peut-être plutôt le contraire. Un corps qui est seul sur scène, ou devant un public, devant une classe, devant des camarades quand il s'agit d'un enfant, ou devant des enfants quand il s'agit d'un enseignant, avec une exposition maximale et la peur d'être rattrapé par le stress. Ce que j'essaie de raconter dans un des poèmes du même recueil, quand il a commencé à lire à haute voix devant les autres, son cœur s'est mis à galoper comme un cheval dans sa poitrine, ses mains traversaient des rivières glacées, la terre de son corps tremblait, il s'est arrêté, paniqué. Je veux dire par là que nous ne devrions jamais sous-estimer l'effort considérable que l'on demande aux autres, en particulier aux enfants ou aux adolescents, lorsqu'on leur demande de lire à haute voix seul devant un public. Cela ne peut se faire que si on a préalablement, non pas appris le texte par cœur, mais plutôt à appréhender le texte avec le cœur, si l'on a appris aussi à respirer et à miser sur le silence. En fait, il n'y a que lui, le silence, pour nous tirer d'affaire et opérer sur le public le transfert des émotions qui pourraient parfois très facilement nous submerger. Nous ne pouvons lire qu'avec le silence et c'est le silence qui est notre meilleur allié. On s'est dit avec Muriel qu'il était intéressant d'envisager par exemple deux modalités de lecture différentes, l'une avec le support du texte et l'autre sans le support du texte. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons choisi un poème qui est issu de cette anthologie, dans notre collection d'anthologies destinée celui-là à l'enfance, Enfance, regard de poète. Un texte de Jean-Pierre Verhegen, un poète qui vient juste de nous quitter. Chère vieille enfance. 1. Défier Hercule au Babington en 2-7 gagnants. 2. Chevaucher Jolly Jumper dans la forêt de Sherwood. 3. Sauver Tintin de la noyade et Milou des poissons torpilles qui lui empoisonnent la queue. 4. Voter Bicot aux prochaines présidentielles. 5. S'inviter à la table du chaboté pour dévorer avec lui le marquis de Carabas, transformer le temps d'un repas en souris d'agneau.
6. Cafeter Brutus, l'ennemi juré de Popeye le marin, et faire au sergent Garcia un croc-en-jambe de derrière les fagots, en profiter pour exiger de Zorro qu'il mette la main au portefeuille pour ce service rendu. 7. Confisquer aux 7 nains leurs médicaments à base d'hormones de croissance, qu'ils restent petits, c'est mieux, surtout pour jouer à cache-cache dans le jardin. 8. Prêter son GPS au petit pousset, ou du moins lui envoyer un texto pour le prévenir qu'il doit se méfier de ces salauds d'oiseaux qui bouffent le pain des pauvres. Bref, on imagine mal tout ce qu'un poète est capable d'accomplir pour ne jamais quitter sa vieille et tendre enfance. Merci Muriel. Là, on voit bien que c'est une histoire qui se joue à trois, hein. Il y a le public. Alors, le public, là, nous, on ne vous voit pas, hein. Vous êtes invisible, anonyme et pluriel. Il y a la lectrice qui est devant vous avec son bandeau rouge. Et puis, il y a le texte qui est son support qui sert à médiatiser la relation entre elle et vous. En revanche, si j'enlève mes lunettes, là, je ne vois même pratiquement plus rien sur cet écran. Mais je peux vous dire un poème, j'allais presque dire les yeux dans les yeux, et c'est une toute autre expérience. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Expérience bien différente de la précédente, me semble-t-il. Expérience que nous avons aussi vécue, Muriel, à maintes reprises, euh, parfois devant la caméra d'un smartphone, en particulier pendant cette période étrange du confinement. Oui, on s'est dit qu'on allait juste vous rappeler ça parce que au moment où il y a eu le premier confinement, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner tout le monde dans cette épreuve? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre poésie? Et on a mis en place un rendez-vous tous les jours à 18h. Alors, on est passé par les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence, et c'était une entrée dans l'intimité. C'était les apéros poésie. On était loin de se douter que ça allait durer aussi longtemps, bien sûr. Et tous les jours en direct, on avait ce rendez-vous, une personne, donc Bruno, qui lisait, assis sur l'accoudoir de son canapé, un poème à tout le monde. Ça a été très, très, très porteur. On continue à rencontrer des gens qui nous ont rencontrés par là, qui ont été touchés par la poésie. On a continué d'ailleurs pour le deuxième confinement avec une série de rendez-vous au coin du feu. Voilà. Et je crois qu'en fait, on s'aperçoit que c'est le moment aussi où peut-être cette lecture à une voix, elle est le plus intime finalement. Hein, on peut dire ça comme ça? Oui, et on peut dire aussi que bon, puisque j'étais dans cette situation de lecture pratiquement pendant 70 jours, hein, 60 jours au moins, je ressentais une forme d'exposition maximale. Certes, j'étais dans le huis clos d'un appartement avec toi, Muriel, qui filmait, mais en même temps, ces captations étaient vues par des centaines ou des milliers de gens. Il y avait de bonnes et de mauvaises journées pour cela, et à maintes reprises, j'ai eu envie d'arrêter cette expérience parce que je sentais à quel point elle me déplaçait et pouvait même aller jusqu'à me déstabiliser. Donc, ne minimisons jamais, hein, l'impact d'une lecture à voix haute lorsqu'on est seul. Elle engage la voix, elle engage le corps, et elle engage le corps dans l'espace. Et je voudrais terminer là-dessus, vous dire que il me semble que dans ce cadre-là, le choix du texte est quelque chose qui est déterminant. Il faut d'abord que le texte ait des qualités propres qui se prêtent à la mise en voix. Alors, répétition, assonance, rime, musicalité, force des images, longueur du texte. Il est plus facile de lire un poème comme celui que je vous ai dit tout à l'heure qu'un haïku japonais dans lequel on n'aura pas le temps d'installer un souffle. Et puis, je crois aussi que le lecteur doit se sentir à l'aise avec le texte et que
Les meilleurs textes sont souvent ceux que l'on choisit soi-même. Lecture pour une voix, lecture à voix haute pour 2 voix. 2 voix. Alors, il s'agit là de lecture en duo. On aime bien faire ça. Hein. Oui, oui, les Ouais. duos, les duos, ça nous connaît. On pourrait Lecture faire un conforme. essai improvisé, Muriel, par exemple, un poème conversation. Des Un poèmes poème conversation. Oui, un conversation. poème conversation. Il y en a chez Apollinaire, il y en a plein chez Jean Tardieu, par exemple. Quoi qu'a dit, Elle dira, quoi qu'a fait, elle fait rien, à quoi qu'a pense, elle pense à rien. à dire un, à faire un, à penser à rien. Elle n'existe pas. Bon, ça, c'était pas prévu, mais ce petit poème de Jean Connu Tardieu, celui-là. c'est un poème de conversation. Ça se prête merveilleusement à la lecture à 2 voix, c'est ludique et c'est moins stressant à 2 que tout seul, non? Ah ben oui. Voilà. Mm, Parce mm. qu'on On peut s'appuie avoir sur une l'autre. défaillance, on peut Mm, mm. s'appuyer l'un sur l'autre. Et, effectivement, c'est plus facile. Alors, nous, on a imaginé, en fait, que ces lectures à 2 voix, elles pouvaient se décliner dans des domaines très différents. Ben, je te lance la balle et tu la reprends. Par exemple, des lectures bilingues. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? La lecture bilingue, on adore ça. On publie énormément de livres dans leur langue d'origine. Et même si vous ne savez pas lire le coréen, l'arabe, l'hébreu, eh bien, vous êtes heureux de le voir dans le livre. Eh bien, quand on est dans la lecture à voix haute, il y a un moment de grâce qui se passe comme ça, quand le poète peut être là, lire dans sa langue à lui, et puis quelqu'un d'autre va le prendre en français comme un écho. Alors parfois même, on va mêler les 2 voix en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, vous pouvez faire lire le poème dans la langue d'origine et puis sa traduction, mais ce qui nous arrive souvent, c'est de mêler un vers, un vers, un vers, un vers. Et là, vous arrivez à ce tressage, à cette natte des langues, où là, on est vraiment en duo. Alors, on pourrait faire un essai. Hein. Muriel pourrait vous lire ce texte de Maram Al-Masri en arabe et moi en français, ou l'inverse, mais le temps nous manque et nous file un peu entre les doigts en ce moment. Donc, on vous laisse simplement imaginer ce que peut représenter effectivement ces lectures bilingues. Mais avec notre maison d'édition, c'est facile parce que je pense que nous avons aujourd'hui plus de 120 livres en édition bilingue ou trilingue et des langues multiples. Et peut-être juste ajouter que parfois on n'ose pas en se disant oh là là, mais dans le public, les gens ne vont pas parler cette langue. Et c'est vraiment une erreur. Ça rend Babel heureuse et ça rend les gens heureux d'entendre même des langues qu'ils ne comprennent pas. Oh, on est d'accord avec ça. On pourrait prendre un exemple dans ce livre où on a à gauche une langue, alors pour le coup très peu connue parce qu'elle n'est parlée que par 10 000 personnes au monde, l'Innu Aimun, et la traduction en langue française à droite, avec ce livre de Rita Mestokosho, une grande voix de la poésie Innu du nord du Québec. Mais en fait, si j'ai sorti ce livre, Muriel, ce n'est pas pour parler d'une lecture bilingue, mais pour évoquer autre chose. Alors, un autre type de duo, en l'occurrence dans ce livre-là, ceux qui dialoguent, c'est la poétesse et une photographe. Là, il s'agit de Patricia Lefebvre, qui est allée très longtemps photographier dans le peuple Innu. Et les photos répondent au poème dans cette sorte de pas de deux qu'elles font ensemble. C'est une collection qui s'appelle Passage des Arts, où on a cette habitude de faire entendre à 2 voix la voix du plasticien ou de la plasticienne avec la voix du poète ou de la poétesse. Et c'est assez facile à transposer sur scène. Puisqu'il suffit soit de projeter les images quand elles sont déjà dans un livre, soit, mais on y reviendra, ou peut-être on peut en parler maintenant, d'inventer les lectures dessinées. Hein, tu veux qu'on Oui, raconte ça maintenant? peut-être, oui, oui. Bon. Mais en fait, quand il s'agit d'un artiste qui illustre les poèmes d'un recueil, vous pouvez lancer une lecture dessinée. Alors là, on va faire une seconde de technique pour ceux qui peut-être n'en ont jamais vu ou ne savent pas, parce que suivant le peintre, suivant l'artiste, ça va être des méthodes différentes. Mais vous avez soit celui qui va peindre pendant la lecture, son œuvre est à plat et une caméra est au-dessus de lui, qui projette
pour le public en direct l'œuvre en train de s'accomplir. Parenthèse, dans le document final que vous pourrez récupérer, par exemple, vous verrez un lien, on a ça, on a eu ça avec PEF à la Maison de la Poésie de Paris, on a eu ça avec Zahu pour son livre dessiné, enfin, on le fait très souvent avec Nathalie Novi. Avec Voilà. Robert Lebet, Voilà. avec des dizaines d'artistes en fait. Et puis vous avez aussi l'artiste qui va prendre un chevalet et va peindre devant le public là, quand la jauge est plus petite. Et à chaque fois, vous sentez cette émotion, cet échange entre les mots et l'œuvre en cours de création. Donc ça, on aime beaucoup la lecture dessinée. Est-ce que ça pourrait marcher avec un musicien? Ah bah ça marche complètement avec un musicien. Alors, si on reste à deux voix, ça va être la musique avec le poète. Parfois, on rajoute les deux. Mais alors, la lecture musicale, ça n'est pas, enfin pour nous, tel que nous l'envisageons et que nous la pratiquons, ça n'est pas le musicien joue et puis on lit un poème, puis le musicien joue, puis on lit un poème, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est surtout comment on va, avec notre voix, adapter notre lecture au rythme proposé par le musicien qui lui-même va entrer pendant qu'on est en train de lire avec son improvisation. Alors, il y a des lieux où ça se fait beaucoup. On est, par exemple, au Festival de poésie Voix vive de Méditerranée, en Méditerranée à 7, toujours à fin juillet, où c'est très fréquent. Mais on a un petit peu pris l'habitude de fonctionner comme ça. Peut-être je pourrais raconter. Oui, parce qu'on est vraiment là dans une pratique du dialogue et de l'écoute, hein, complètement. Et ce qui nous importe le plus, c'est qu'aucune forme d'art n'est inféodée à l'autre. L'image n'est jamais illustration du poème et la musique n'est jamais accompagnement du poème. Hein, c'est plutôt une co-création, presque une récréation aussi, parce qu'il y a une dimension extrêmement ludique, une recréation, mais on est vraiment dans ce dialogue fertile. C'est d'ailleurs, Muriel, tout le principe de la collection que tu as créée, que tu diriges, peut-être en dire un mot, Oui. La collection Poésie-Histoire. Alors, cette collection Poésie-Histoire, tout à l'heure, Bruno vous a dit plutôt un poème qui s'appelle Le pain de ton regard, qui figure dans cet ouvrage-là, La vie est belle, illustré par Nathalie Novi. Le principe de la collection, c'est que si vous mettez un poème ou des poèmes bout à bout, ça vous raconte un ou une histoire. Et à chacun de ces corpus, nous avons invité un illustrateur ou une illustratrice à faire son petit film à l'intérieur du livre. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas dans le principe j'illustre un poème, mais je suis l'histoire et je rentre dans l'imaginaire du poète en mettant mes propres images. D'ailleurs, vous voyez les petites bandes noires en haut et en bas pour vous faire bien sentir qu'on a deux films, c'est-à-dire le film poétique et le film artistique. Par exemple, Le tournesol et la fleur du rhum, ce sont des poèmes de l'artiste, de la poétesse Chaya Stoïca, qui est une Rome autrichienne. À 10 ans, elle était à Auschwitz. Et ce livre a été illustré par une graveuse, Olivia Paroldi, qui elle-même, aujourd'hui, travaille beaucoup avec les enfants roms et qui a mis ses propres images sur la vie des Roms et sur ce poème. Voilà. L'intérêt du duo, c'est que, par exemple, celui-ci, Le Voyageur sans voyage, le dernier de la collection, Pierre Sandors avait très envie des œuvres de Sophie Lécuyer. Vous voyez, ces cyanotypes pour cette histoire, cet homme et cet enfant qui sont les seuls à avoir passé un train bleu dans la nuit. Et c'est lui qui a dit, mais ça serait vraiment comme un dialogue, des échos. Voilà. Je pense que chacun des livres de cette collection nous fait faire ce pas de deux pour montrer que justement, d'abord à deux, on est plus fort et on va plus loin. Et peut-être dire un mot de Immense Corzel. Oui, bien sûr. Parce que celui-ci, c'est pour vous montrer que c'est plastique, ça va dans tous les sens. Celui-ci, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est un hors-série de cette collection Poésie-Histoire. Ce sont des œuvres de Nathalie Novi. Et ce sont des portraits d'enfants syriens dans la guerre, que Nathalie faisait avec ce fil rouge comme ça pour dire enfant de nos guerres, je ne t'oublie pas. Et là, je suis partie de ces images pour écrire cette poésie-histoire, l'histoire de deux enfants, Hala et Aïssam, avant la guerre,
pendant la guerre et après quand il faut partir. Et vous voyez, ce livre a eu un très bel écho. On a eu l'honneur de recevoir le Grand Prix de Bologne. On a été aussi sélectionné au prix Janusz Korczak. Et on a fait des lectures dessinées avec Nathalie. J'ai aussi fait des lectures musicales avec un musicien, Hareth Mehdi, qui est syrien. Et évidemment, quand on est face à un public jeune, parce que là, on a quand même, là, les enfants, eh bien, ils ressentent, si on a des échanges après, ils ont beaucoup questionné le musicien sur lui, est-ce qu'il avait vécu la même chose que les personnages qui étaient dessinés, que les personnages qui étaient racontés dans les poèmes, enfin voilà, donc cette émotion. Et on s'est retrouvés, par exemple, un jour avec des enfants qui avaient tous au poignet, parce que leur institutrice leur avait fait préparer des lectures, un fil rouge comme celui qui est dans chacune des œuvres de Nathalie. Et Muriel, et si je fais cela pour applaudir la qualité de cette collection que tu as créée, que tu diriges, la collection Poésie Histoire, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Et oui, c'est la manière d'applaudir du public sourd. En langue des signes. Alors, on pourrait imaginer, par exemple, des lectures en duo en langue des signes. Nous avons publié une anthologie il y a quelques années qui s'intitule Les Mains Fertiles, 50 poètes du monde entier, parfois traduits de leur langue, mais tous traduits en langue française et tous traduits en langue des signes avec un DVD qui donne à voir à la fin plus de 3 heures de poésie signée. Mais parfois, nous avons même un étrange phénomène bilingue, puisque par exemple, avec Leven Bescardès, nous avons le poème en langue des signes, traduit de la langue des signes à droite, le poème V, et puis vous voyez ici sur la page de gauche, pardon, sa partition dessinée, les dessins que cet auteur pratique parce que lui, sourd et muet, n'a pas d'autre accès à la langue que celle des signes ou du dessin. Même chose avec ce très court poème de François Brajoux. Voilà, vous pouvez le parcourir du regard. Hein. Et nous sommes en train de préparer d'ailleurs une publication des œuvres de Leven Bescardès qui va comporter, le livre va comporter des QR codes qui permettront des QR codes qu'on va pouvoir flasher et qui permettront d'accéder directement à des vidéos magnifiques où on le voit justement signer sa poésie. Je termine ce point en vous disant que la lecture en duo, la lecture à deux voix, permet une autre occupation de l'espace. Ce n'est plus un point fixe devant les autres, mais nous pouvons utiliser l'espace, l'un peut-être à court, l'autre à jardin, l'un devant le public, l'autre à l'intérieur du public, l'un peut-être par terre et l'autre à l'étage. Nous pouvons jouer sur une mobilité qui souvent tout simplement va briser l'empêchement que le corps seul sur une scène peut parfois ressentir. Alors nous allons maintenant passer, ce sera notre dernier point, à l'étage supérieur, c'est-à-dire à la lecture à plusieurs voix, ce qu'on pourrait appeler la lecture chorale. On va faire venir plein de monde derrière nous, Muriel, là. Hein la lecture chorale, ça c'est quelque chose que nous aimons pratiquer beaucoup. On le fait souvent, au moins déjà une fois par an, à la Maison de la Poésie, au moment où sort l'anthologie du Printemps des Poètes. Tu veux en dire deux mots? Oui, oui, d'ailleurs, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube ces lectures chorales multiples sont toutes enregistrées. Donc, on aime répartir les voix, répartir les tonalités. Et évidemment, on n'est pas en train de lire son propre poème, mais on fait croiser les lectures à deux voix, les lectures à trois voix, les lectures où des fois chacun va dire un vers, même si on est 8 sur scène, avec un musicien. Et ça donne une vitalité, enfin, l'esprit collectif. La poésie, c'est aussi quelque chose, justement, qui se partage, qui se vit ensemble. Et il n'y a rien de plus jouissif que de partager un poème avec un autre poète, ou bien de dire chacun un morceau d'un poème pour faire entendre quelque chose. Le poème de Jean-Pierre Verhegen sur la vieille enfance, sûr, avec ses 10 propositions pour fêter une enfance, se prête formidablement bien avec des enfants à une lecture chorale. Ça ferait 10 personnes sur scène ou dans une classe. C'est une phrase à mémoriser par enfant, c'est très facile. Et là, il y a quelque chose de très jouissif, d'autant que même si on se trompe, le texte retombe sur ses pieds en permanence. Hein, voilà. C'est quelque chose aussi que tu as beaucoup pratiqué. On est limite hors sujet, mais on va quand même en dire un mot. Avec la collection Ceux qui en disent non. J'ai pris 2 livres orangés, là, le tien, le mien, le John Baez et le Matou Blounès, mais il y a pratiquement 60 titres.
Oui, ça Et tu c'est. montres des spectacles dans lesquels il y a une polyphonie des voix. Alors, oui, ceux qui ont dit non, c'est chez Actes Sud Junior, hein, c'est pas dans notre maison d'édition, Oui, mais mais c'est une collection c'est cousine, une hein. collection cousine d'une autre collection dont je vais vous dire un mot dans un instant. Mais 52 personnages, des hommes et des femmes qui se sont battus pour combattre, pour dire non à des valeurs. Rosa Parks non à la discrimination raciale, et Victor Hugo non à la peine de mort, etc. Et le principe de ce que j'ai monté avec toute cette équipe, c'est des récitals des voix pour dire non, et c'est pour ça que tu l'évoques, c'est que non seulement on des extraits de ces livres et on les fait se raisonner entre eux, mais vous pouvez le faire très facilement. Mais en plus, chacun d'entre nous va prendre la voix d'un autre et on croise. Et on a tellement croisé les voix pour dire non qu'on y a ajouté les voix des poètes de la collection cousine, la collection Poésie idéale, celle-ci. Voilà, alors ça, c'est une collection d'anthologie pour la jeunesse. Vive la liberté, des voix pour la terre, Passagers d'exil. Ce sont des poèmes contemporains du monde entier qui sont rassemblés sur des combats, sur des valeurs, et le plus possible, justement, pour faire entendre ce nom collectif. Voilà. Et là, encore une fois, on a de nombreuses expériences de lecture où dans les récitals de ceux qui ont dit non, on mettait aussi des poèmes comme ça. Alors, le plus célèbre, peut-être le plus simple, c'était quand il y a le poème de Paul Éluard, Liberté, et celui-là, mais vous pouvez faire une lecture multiple où chacun lit une strophe, et je vous assure que l'émotion, elle est décuplée par le fait que il y a cette polyphonie des voix. Voilà. Et puis, il y a plein de mains qui se tendent dans la collection Poésie idéale, que sur des valeurs et des combats. Hein. Ah oui, il me semble que cette polyphonie des voix dont tu parles, elle permet aussi d'aborder des sujets d'actualité difficiles avec une pluralité de points de vue, sans imposer aucun sens, mais en faisant entendre des textes vraiment différents. Je vais simplement vous donner un exemple. Je pense à l'actualité terrible que nous connaissons aujourd'hui. Et en 2014, lorsque nous préparions Guerre à la guerre, nous avons demandé, alors que les roquettes tombaient de part et d'autre de la frontière israélo-palestinienne, nous avons demandé à un poète palestinien de nous envoyer un texte. Nasser Rabat nous a envoyé un texte en arabe que nous avons fait traduire, et à un poète israélien, Roni Somek, de faire la même chose, le texte que nous avons traduit de l'arabe. Et il me semble que si on jouait justement sur cette polyphonie des voix en 3 langues, français, arabe, hébreu, aujourd'hui sur scène, Comme dans Bagdad, comme Jérusalem. nous l'avons fait avec le livre Bagdad-Jérusalem, où un poète arabe et un poète juif écrivent ensemble à 4 mains et en 3 langues, eh bien, nous obtenons quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai envie de vous lire le poème le plus court. On va le faire à Muriel à 2 voix, si tu veux bien, parce que ce poème déjà est polyphonique. Et puis, vous pouvez imaginer ce que nous pourrions faire si nous rajoutons d'autres textes de Nasser Rabat, de Mahmoud Darwish, etc. Drapeau de Palestine. Sur le drapeau de Palestine, le rouge est celui du feu, le blanc celui de la chaux arrachée au mur, le vert le cri de l'arbre, et le noir l'obscurité d'Égypte. Allons-y, qu'ils aient enfin leur état, et rendez le vert à la terre, le blanc à la chemise défaite, le noir au café, et le rouge du désir aux lèvres des jolies filles venues à Ramallah pour le concours de Miss Palestine qui vient d'être annulé. Roni Somek, c'est un texte que nous avons repris ensuite dans un livre intitulé Le piano ardent. Voilà aussi une référence à la musique. Absolument. Peut-être, une fois qu'on est dans le collectif, vous voyez bien que les choses, forcément, on a déjà déplacé les frontières, on peut aller encore un peu plus loin et on va pousser les murs. C'est-à-dire que on a l'habitude d'imaginer les lectures poésie dans des formes, Pluriel, multiple, polyphonique, oui, non conventionnel, hors les murs. Hors les murs de l'école, des bibliothèques, des théâtres. Déjà, hors des formes conventionnelles, ça veut dire que la voix va se mêler à la musique, aux arts visuels, images fixes ou images mobiles. La danse est formidable. Les pratiques circassiennes, on l'a souvent fait. on a une poétesse qui est file de ferriste, qui s'appelle Marion Collet, qui a écrit un recueil qui s'appelle Être fil. Et pour donner la lecture de son recueil, elle le donne sur un fil
avec de la musique en même temps. Bon, alors, je ne dis pas que ce n'est pas si possible pour tout le monde. Oui, mais en tout cas, ça nous déplace. Ça Mm. déplace nos habitudes de langage et surtout nos pratiques culturelles et nos pratiques pédagogiques aussi lorsque l'on enseigne. Et ça déplace profondément notre rapport à l'espace. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nombreux sur une scène, eh bien, nous avons besoin de bouger. Nous allons nous déplacer, nous allons être à l'intérieur du public, nous allons surprendre le public avec des intrusions, etc. Et nous avons envie d'organiser des balades poétiques, des brigades d'intervention poétique dans l'espace public. Nous investissons l'espace public. On l'a même fait, Muriel, souvent dans le milieu du sport. Non? Tu te souviens? Le sport, aller Ouais. dire de la poème dans un stade de foot, bah oui, c'est possible. Voilà. Il y a une mi-temps, pourquoi pas. Mm. Oui, on l'a Mais même fait dans des cafés à l'heure du PMU. oui, alors dans les cafés, c'était un peu plus, on va dire, étonnant parce qu'en fait, on a proposé individuellement à des gens en train de prendre un petit café ou un petit verre, de leur dire un poème à partir d'un poème d'une des anthologies comme ça. Et quand vous offrez gratuitement un poème comme ça à quelqu'un, ça marche, même s'il n'a jamais écouté un poème. On a fait aussi des lectures dans les marchés, sur les marchés, en répandant une nuée de poètes, par exemple, sur le marché d'Apt. Il y a une mini vidéo que vous trouverez aussi sur notre chaîne YouTube où vous voyez 3 poètes au marché de Villeneuve-sur-Lot, entre celui qui vend ses fleurs et celui qui vend ses poireaux. Eh bien, on offre nos poèmes à tout vent, comme ça. Il y a différentes manières de, d'entrer comme ça en résonance. Je crois que la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'à chaque fois, c'est gagnant. Euh, Oui, à condition d'accepter de sortir de notre zone de confort et de réinventer en permanence de nouvelles situations, parce que on ne reconduit pratiquement jamais la même situation, même lorsqu'elle a été une réussite. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On va se risquer dans des lieux différents, avec des publics différents, et on va tenter des choses. Euh, Par exemple, animer un atelier d'écriture avec des enfants autistes et une poétesse israélienne qui ne parle que l'hébreu. Nous l'avons fait à avec Strasbourg Adassa Talon. avec Hadass Attal et c'était peut-être un des moments les plus extraordinaires que nous ayons vécu parce que les mots qu'elle prononçait avaient à la fois une proximité gutturale, sensorielle, et puis en même temps une distance qui permettait d'investir vraiment, qui permettait aux imaginaires de se refaçonner comme ils l'entendaient. Peut-être juste parce que je vois qu'on Oui. on est presque au bout, je voudrais revenir à quelque chose que tu as dit au tout début, parce que j'ai peur d'oublier de le dire. Souvent, quand on dit poésie, ça fait peur ou ça rappelle de mauvais souvenirs, ou bien ça fait penser à quelque chose d'un peu voilà, rigide, psychorigide, blanc et incompréhensible. J'espère que dans le peu de temps où on vient de vous transmettre ce à quoi nous croyons, bien entendu, vous avez vu que ça peut être tout à fait autrement. Et une des jolies, enfin un des jolis exemples d'hier, avant-hier, c'est que peut-être vous avez vu, si vous avez regardé l'émission de télé La Grande Librairie, la poétesse Hélène Dorion, qui est pour la première fois une poétesse vivante au programme du baccalauréat avec Mes forêts, un recueil que nous avons la chance et l'honneur d'avoir publié. Et Augustin Trapenard lui a demandé de faire une lecture de 2 minutes en prime time d'un poème, avec juste, en baissant la lumière du studio et juste une musique de fond. Et ce moment, non seulement était magique, mais quelque part, c'était gonflé, parce que franchement, il aurait annoncé à l'avance dans sa direction, on va mettre un poème, et ça a marché, grosse audience, les gens ont aimé. Ça veut dire que pour moi et pour nous, je crois que c'est toujours gagnant de miser sur le poème dans sa forme même surprenante, à l'endroit où on ne l'attend pas, ou en tout cas pas comme ça. Ouais, bon, dans le mot poésie, il y a le P de plaisir, il y a le O d'oralité, il y a le E d'engagement, non? Il y a le S de sensualité, Le I de ivresse. et puis le E d'espérance pour finir, non? Mm. Mhm. Alors, on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si... Pas sûr. Merci pour vos Merci pour vos messages. commentaires, voilà, sur la belle initiative, notamment pour la langue des signes.
Alors peut-être dire juste deux choses. La première, donc on va essayer de vous faire passer, si vous avez laissé votre mail, les documents qui vous présentent les deux collections jeunesse et surtout un document sur lequel on a rassemblé un certain nombre de liens vidéo où vous pourrez aller voir concrètement des choses qu'on vous a racontées pendant cet échange. On a une chaîne YouTube qui est très fournie en événements. Euh, et puis, peut-être vous donner rendez-vous au Salon du Livre. Euh, Moi, j'ai une lecture dessinée dimanche après-midi. Je vous donne l'adresse, c'est peut-être C'est le pas plus dimanche, c'est simple. samedi, C'est pardon. samedi, voilà. L'adresse mail des éditions. Vous pouvez nous écrire sur contact@édition-brunodoucet.com. Vous pouvez aussi trouver cette adresse sur notre site. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on vous les donnera, ainsi que les documents dont Muriel vous a parlé. Voilà, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Et nous vous saluons. On espère vous croiser au salon si vous êtes à Paris, à Montreuil plutôt. Nous vous remercions, nous vous remercions beaucoup pour cet échange très riche. On a hâte de vous retrouver au salon, donc vous serez au stand B12B. Et puis, on vous rappelle aussi que le replay de ce webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà, un grand merci, nous vous souhaitons une belle après-midi et à très bientôt au salon.